Donc ici, le direct qui est là, qui va être, je pense, bonsoir frère Tano, bonsoir et tout le monde, je reviens encore à vous tous qui me regardez. Il va être très rapide au TEP. Donc l'objectif ici, c'est, je fais suite à ce qu'a fait tout à l'heure mon frère Tano, pour encore lancer le même appel, peut-être sous différentes formes, mais il est très important que nous soyons très actifs parce que ce dont il s'agit, c'est de nous, nous seuls et personne d'autre. Donc, la situation telle que nous la connaissons actuellement, c'est une situation assez grave et gravissime qui, si nous ne prenions garde, va être une situation où véritablement nous serions dans une phase très catastrophique, puisqu'elle est déjà, nous parlons à l'heure où nous parlons de 100 personnes qui sont tuées par le régime de M. Alassane Dramane Ouattara, il ne faut pas qu'on se le cache. Et donc, il est important que nous soyons actifs. Actifs, c'est bien derrière les claviers et autres si nous ne pouvons pas, mais en même temps, il faut que nous aussi, nous puissions apporter notre modeste contribution. Ça va être le dernier point par lequel je vais terminer, comme l'a fait tout à l'heure mon frère Tano. Je voudrais, parce qu'il faut aussi que nous soyons, comme je l'ai dit, dans le narratif, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Tano, il faut que nous ayons des arguments. Il y a deux arguments que je vais développer. Le premier, c'est cette idée selon laquelle il n'y a pas eu d'élection le 31 qui avait été lancée. Je pense, merci grand frère Nasser Fadel, je pense qu'il y a eu certainement un quiproquo dans la compréhension. Merci belle sœur. Dans la compréhension de il ne doit pas avoir d'élection le 31. Merci Ben Bois. Donc, pourquoi on a affirmé qu'il n'y a pas des élections le 31? En fait, toute chose repose sur ce qu'on appelle des règles. C'est-à-dire qu'un groupe de personnes, pour qu'on puisse parler de société, il faut que ce groupe de personnes ait des règles ou des lois. C'est ça la question de société. Est-ce que oui ou non, la Côte d'Ivoire est une société? Oui, c'est qu'il y a une règle ou bien des règles qui nous régissent. Et au niveau des règles, on va prendre une des règles les plus qui va coiffer tout, c'est ce qu'on appelle la Constitution. Et donc, quand nous disons qu'il n'y a pas eu d'élection le 31, il y a deux éléments. Le premier élément qui parle de la question de la nullité des élections. Vous voyez, pour prendre un exemple, pour qu'il y ait un championnat, pour que votre équipe joue, il y a quand même des gens, il y a quand même une institution, par exemple, pour prendre le cas de la Côte de la FIFA, qui programme des matchs, qui dit tel lui a tel match, par rapport à ça, il y a un certain nombre de conditions. Si ces conditions ne sont pas remplies, le match que vous jouez, c'est comme un amusement entre vous, vous êtes en train de faire un échauffement. C'est ce qui s'est passé le 31. Il faut que les gens le comprennent. Pourquoi? Quand nous prenons la Constitution, les deux, on va prendre celle du 8 novembre. Prenons la Constitution. Merci, Mataba. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, en 2010, même si je n'étais pas d'accord, mais quand même, il a fait, en mai 2010, pendant 2011, et en 2000, je crois, en octobre 2000, non, en novembre 2015, il a prêté serment. Je vais vous lire le serment qu'il a prêté. Vous trouvez donc, c'est un article de la Constitution, c'est l'article 58. Je le lis. Ouattara a levé la main. Il dit, devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et les libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance
et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment. C'est lui qui a prononcé ça. C'est écrit, je dis bien l'article 58 de la Constitution du 8 novembre. Ou alors, si vous voulez, c'est l'article 39 de la Constitution du 1er août 2000. Oui, donc il a dit ça. Quelqu'un qui finit de dire ça, on va encore plus loin quand nous prenons l'article 54. On dit le président de la République est le chef de l'État. Il incarne l'unité nationale, il veille au respect de la Constitution, il assure la continuité de l'État, il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des engagements internationaux. L'article 54. Lorsque M. Ouattara s'est porté candidat le 6 août et il a déposé ses documents le 14, il était en violation, et que le 14 août, et que le 14 septembre, le Conseil constitutionnel, je viendrai dessus, a accepté sa candidature, M. Ouattara a violé doublement l'article 55. Je vais vous le dire. D'abord, il était candidat. Quand nous dit les alinéas 1 et 2, le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est réélu qu'une seule fois. Donc, il viole l'article 55 qui est lié à l'article 183. Mais il va plus loin. On dit il choisit un vice-président de la République qui est élu en même temps que lui. Est-ce que un ou une d'entre vous qui me regardez, ou bien qui allez me regarder par la suite, vous avez vu son vice-président? C'est ça la question. Donc, ce qui veut dire que ce qui a eu lieu le 31, ça ne reposait sur rien, il n'y avait aucune règle. Voilà la notion qu'il faut comprendre quand nous disons qu'il n'y a pas eu d'élection le 31. Je peux même aller plus loin. Vous voyez? Donc, si vous demandez aux juristes, les juristes disent, à partir du moment où on met la Constitution de côté, qu'on fait ce qu'on a envie de faire, ça veut dire qu'on a mis la Constitution en vacances. Donc, à partir du moment où la Constitution est en vacances, sur quelle base on peut tenir compte de ces élections? Elle ne se base sur du rien. C'est ça, la mise en vacances. Je passe sous le couvert de ma soeur Gigi, m'a dit que je salue. Vous voyez? Donc, c'est ça la mise. Donc, ce qui veut dire que le 31, ça reposait sur du rien. Sur du rien. C'était comme si je vous ai dit, je prends le cas du football que je connais un peu. C'est-à-dire, on vous dit, bon, on se chauffait. Peut-être les autres on portait un maillot, l'autre portait un maillot, il y avait des arbitres. Mais la FIF ou la FIFA n'avait pas dit que ce jour-là, il devait y avoir un match. Vous jouez un match, c'est un échauffement. Donc, ce qui a eu lieu là, c'est ça on disait. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Le 31, il n'y a pas eu d'élection parce que les élections ne reposaient sur du rien. Et donc, c'est ça le premier élément qu'il faut retenir. Maintenant, même si nous attaquons même, si nous prenons même, supposons même le match amical qui a eu lieu entre deux équipes comme ça, puisqu'il y a eu Ouattara d'un côté et puis Kakabe. Prenons même celui-là. Quand nous le regardons, nous avons une ONG. Il y en a plusieurs, mais je vais prendre une en référence. Par exemple, celle du groupe Plaidoyer, PTI et Indigo, qui a dit que 23% des centres de vote n'ont pu ouvrir systématiquement sur l'ensemble du territoire. 23%. Ce qui représente 5500 bureaux de vote. Je rappelle au passage que le 25 octobre 2020, je dis bien le 25 octobre 2020, dans le journal du dimanche français, M. Alassane Ouattara disait, et je le cite, « Nous avons réduit le nombre de bureaux de vote de 22 000 à 10 000. Les forces de l'ordre seront chargées de les surveiller. » C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Bon, en réalité, il accepta 22 000, c'était 22 400. C'est ce qu'il y avait. Donc, à l'époque, dans le temps, le président Hubert avait annoncé qu'il y avait 22 400 bureaux de vote et 7,5 millions de votants. Donc, retenez ces nombres. Vous allez voir la suite. Donc, si on suppose que, comme M. Ouattara l'a dit, qu'on a pu protéger seulement 10 000 bureaux de vote. Donc, ce qui veut dire que la réalité, ce qui veut dire, si nous prenons l'article 21 du Code électoral, alinéa 2, dit que chaque bureau de vote
comprend 600 électeurs au maximum. Bon, nous, on va supposer que dans chaque bureau de vote, il y a 400 personnes. On va, voilà, minimum. On va passer sur le minimum. Donc, et moi, ça m'intéresse bien parce que j'ai fait les maths. Donc, en faisant, si on remarque que si on prend les 5500 bureaux de vote, que nous le multiplions par 400, on va trouver 2 200 000 Ivoiriens qui ont pu logiquement, s'ils sont protégés, je dis bien 2 200 qui ont pu prendre, enfin, qui n'ont pas pu prendre, pardon, part, qui n'ont pas pu prendre part, puisque ça fait 23, qui n'ont pas pu prendre part comment on appelle, de facto, aux élections. Ça, c'est 2 200 sur les 7 millions. Ça va? Bien. Maintenant, comme on avait parlé de 23%, il reste donc 77%. C'est-à-dire 100 moins 23, il reste 77%. On sait qu'il y a déjà 2 200 qui représentent les 22% qui n'ont pas pris part du tout au vote. Ça, sinon pas, on dit que ça n'a pas été ouvert. Or, que nous disent les ONG? Elles sont beaucoup, vous allez là-bas. Ils nous disent que 15 ont fermé à 17h30, donc avant l'heure. L'article 33 du Code électoral stipule que aucun bureau de vote ne peut être ouvert ou fermé avant l'heure légale. L'heure légale, c'est 18h. Donc, ça, on peut l'enlever. Donc, c'est le bureau de vote. Donc, je suis en train de voir maintenant à supposer qu'on va considérer cela. Supposons. Bien que ce ne soit pas basé sur un élément électoral. On dit qu'il y a 6 bureaux de vote qui ont fermé à l'heure du dépouillement. C'est-à-dire au moment où ils ont fermé, hop, ils ont taillé, ils ont tout laissé. Il y a 5% de bureaux de vote où les gens de la CEI ont fui pour sauver leur vie. On signale 11% de départements de Côte d'Ivoire où il y a eu les bourrages d'urnes, notamment dans les villes de Fresco, de Sassandra. Je vais donner tout à l'heure l'exemple. Par exemple, prenons le cas de Bengue. Je vais prendre au nord, puisqu'on nous dit qu'au nord, tout s'est bien passé. Vous avez entendu, comme moi, le représentant de, comment on appelle, de la CEU s'exprimer. Je vais prendre donc 3 localités qu'il a citées. Prenons le cas. On nous dit Bengue. Il y a eu inscrit 30 000, je dis bien 30 442. 30 442 qui sont inscrits. Votants, 30 501. Oh, attention. Comment le nombre d'inscrits peut être inférieur au nombre de votants? Donc, on voit bien. Et on nous dit le taux de participation vaut 99,98%. Or, si nous prenons 98,98% du nombre d'inscrits, c'est-à-dire 30 440 plus ce qu'on nous dit, cela correspond à un résultat de 30 427. Donc, or, ici, on nous parle de 30 501. Non seulement il y a 2 erreurs. La première erreur, enfin, même pas une erreur. Le premier, c'est que le nombre de votants est supérieur au nombre d'inscrits. Mais en plus, le pourcentage ne correspond même pas, puisque même à supposer cela, puisque si nous prenons, vous pouvez le marquer, vous prenez 30 442, vous multipliez par 98,80%, vous divisez par 100. C'est ça le pourcentage. Et vous allez trouver 30 427, alors qu'on nous trouve 30 501. Donc déjà, à Bengue, il y a problème. Donc il y a une différence de 74 votants qui sont à Paris, qui sont là de manière fictive. Je prends une deuxième localité. La localité de Korogo. Vous voyez? Localité, on nous doit inscrit 222 444. Inscrits, 222 444. Le nombre de votants, on nous dit 196 916. Le bulletin nul, 1784. Bulletin blanc, 976. Suffrages exprimés, c'est-à-dire ceux qui ont voté, 15 195. 15 195. OK. Bien. Or, quand on parle de suffrages exprimés, ce sont les votes des gens en dehors des votes blancs et des votes nuls. Maintenant, si vous prenez donc les suffrages exprimés, 15 195, vous ajoutez 1784, auquel vous ajoutez 976, vous trouvez 17 955 votants réels. Or, on nous parle de ceux qui ont voté, on nous parle de combien? Je parle de 17 000. Ici, on nous parle de 196 000. Au de 17 000, on nous parle de 196 000. Vous voyez? Soit une différence de 178
961 personnes qui ont été ajoutées. On ne sait pas d'où ces personnes sont arrivées. Troisième élément, au niveau de Cinématiali, on parle de nombre d'inscrits, 26 706. Taux de participation, 94,62. Donc, si vous faites 26 706, vous multipliez par 94,62, vous divisez par 100, vous trouvez 25 269 personnes qui ont voté, en quelque sorte. Mais déjà, la première des choses, si vous trouvez donc ce nombre-là, 25 000, or, on nous dit par la suite que le nombre de votants, donc il y a une différence encore. Il y a une différence, puisque le nombre de votants, ici, elle est grande. Il y a 4109 personnes qui sont des votants fictifs. Et donc, on peut continuer comme ça, en prenant le cas des votes qui ont eu lieu. Donc, c'est cela, ceux qui ont véritablement fait ce rapport-là, disent que nous avons 12% des départements où des personnes non inscrites sur les listes électorales ont pu voter. Donc, ici, voilà les exemples. Ce n'est pas nous. Ça circule sur Facebook. Donc, je continue. Donc, si nous revenons, récapitulons au départ, on nous a dit qu'il y a 23% des bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir. À cela, si nous ajoutons 15, après nous ajoutons 5, 6, 11, 12, ça fait 72. Donc, ça fait 72 bureaux de vote qui n'existent plus, qu'on ne doit pas prendre en compte. 72% des bureaux de vote qui ne sont pas prendre en compte. Or, si vous prenez 72% de 7 500, vous voyez, 72%, donc nous sommes aux alentours de... attendez, je vais lire. Donc, 72% de ce qui reste, donc ça nous fait 3 409 091 personnes. Donc, ceux qui auraient normalement pu voter le samedi devaient en réalité être aux alentours de 954 436. Donc, c'est 954 000, moins d'1 million. Donc, par rapport à 7,5 millions de votants, cela représente un taux de... C'est-à-dire, on se retrouve donc à un taux de 6, combien j'ai dit là même, bon, on va arrondir à 7. Donc, c'est 7% des Ivoiriens qui auraient pris, je vais même, on va être gentil, qui ont pris part aux élections du samedi 31. 7%. Quelles sont les conclusions que nous tirons? C'est là, je bouge pour arriver au niveau de le CNT. Vous avez donc deux groupes, on peut les dire. C'est-à-dire ceux qui constituaient à l'époque l'opposition. C'est-à-dire qui ont constitué le CNT, le Conseil national de transition. Et vous avez ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, mais qui sont maintenant, qui ne sont plus au pouvoir, même s'ils utilisent la force, parce qu'il ne faut pas oublier, on peut utiliser la force et ne pas être au pouvoir. C'est la mafia. Je ne vous apprends rien, vous le savez. Il y a prenons le premier cas, le groupe de M. Ouattara. Ils n'ont ni la légalité, parce que je vous ai dit que les élections ont lieu sur du rien. Et même si on veut considérer ce qui est là, ça fait 7%, à rien, c'est vraiment à reprendre. Pourquoi je le dis? Parce que nous prenons encore l'article 64, alinéa 1 du Code électoral dit, je le cite, dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter le résultat d'ensemble, il prononce l'annulation. Donc, je reprends, c'est l'article 64, alinéa 1 du Code électoral. Donc, si le Conseil constitutionnel n'était pas aux ordres, ce scrutin du 31 devait l'annuler. Ça dit même, comme il avait déjà commencé, il devait l'annuler. Sinon, au départ, il devait dire, mais ce que vous êtes en train de faire là, ça nous regarde même pas l'état de Côte d'Ivoire, parce que ça, il y a du viol dedans. À partir du moment où il y a du viol de la Constitution, c'est que c'est fait sur du faux. Vous voyez? Ce que vous faites là, vous pouvez vous amuser, mais ça ne concerne pas, parce que la candidature de M. Ouattara est anticonstitutionnelle. C'est ça que le Conseil constitutionnel devait dire. Le Conseil constitutionnel regarde si effectivement ce que je dis est conforme à la Constitution. Est-ce que le fait que M. Ouattara soit candidat est conforme à la Constitution? On dit non. Donc, il ne peut pas être candidat. On ne réfléchit pas. Il n'y a pas midi à 14h dedans.
Mais si même, bon, comme ils ont déjà fait de faux le 14, on va supposer qu'ils sont de bonne foi. Donc, le bonne foi, quand ils se rendent compte, c'est avec ce que j'ai dit, ce sont les éléments ce que tout le monde trouve. On se rend compte qu'il y a 7% des personnes qui ont voté. Et donc, le scrutin a été entaché. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On l'annule. On l'annule. Vous voyez? Donc, de ce fait, pour nous, il n'y a pas, donc, à la fois le régime, enfin l'ex-régime, c'est-à-dire le régime de M. Ouattara, n'a ni l'onction populaire, ni la légalité. Donc, ce sont les deux éléments qui fondent un pouvoir. Ou bien c'est ce que je peux dire démocratique. Mais je sais que, bon, bref. Donc, il faut avoir l'onction populaire, c'est-à-dire du peuple. C'est d'ailleurs pour ça qu'on demande aux gens d'aller voter. Et il faut que ça se fasse dans les règles de la Constitution. Donc, ce sont les deux éléments. La légalité et l'onction du peuple. Le groupe de M. Ouattara n'ont pas les deux. Maintenant, prenons le CNT, le Conseil national de transition. Le Conseil national de transition, il n'est certes pas légal, mais il a la légitimité. Pourquoi? C'est ça aussi, il faut que les gens comprennent. Parce que c'est ceux qui, à l'époque, étaient dans l'opposition, qui ont lancé le mot d'ordre de désobéissance civile et qui a été respecté par les Ivoiriens. Donc, ce qui veut dire les Ivoiriens les considèrent, c'est ça qu'on appelle l'onction populaire. Si ceux qui étaient à l'époque dans l'opposition, c'était qu'ils n'avaient rien fait, que le peuple avait fait ça, on avait dit non, effectivement, ce qu'ils font n'est pas juste, parce que ce n'est pas eux qui ont lancé l'appel, mais c'est eux qui ont lancé un appel, qui ont dit aux gens de boycotter, de faire une désobéissance civile. Et la population a opéré ça en faisant que M. Ouattara, cette parodie d'élection, il y a eu 7%. Donc, ça veut dire que c'est eux que les Ivoiriens écoutent. Donc, ils ont l'onction populaire. Ils n'ont pas la légalité comme Ouattara. Mais eux et moi, ils ont l'onction populaire. Le Conseil national de transition a l'onction populaire. Parce que les Ivoiriens les ont écoutés. Les Ivoiriens ont fait la désobéissance civile. Et c'est toute l'étendue du territoire. Voilà. C'est une démonstration toute simple et toute bête. Excusez-moi l'expression si je dis ça. Voilà la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire. Donc, lorsqu'à la suite de ça, ceux qui étaient dans l'opposition à l'époque se constituent et mettent le président Henri Konan Bédié comme le président du Conseil national de transition, ils n'ont fait que suivre la volonté des Ivoiriens qui ont dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un vide. Parce que le 31, il n'y a plus rien. Ouattara a voulu forcer. On lui a dit, si, tant qu'il est candidat, ces élections qui vont avoir lieu ne sont pas valides, elles ne sont pas valables. Et elles n'ont aucun effet sur le plan juridique, sur le plan, je vais dire, sur le plan populaire. Peut-être que c'est avec la mafia, parce que la mafia, elle n'a pas besoin de lui, elle utilise la violence. Malheureusement, c'est ce qu'on constate. Vous voyez? Donc, voilà les différents éléments que chacun d'entre nous doit intégrer. Je n'ai pas dit que j'ai la science infuse, mais au vu de ce que je sais et ce que je dis, voilà comment il faut expliquer aux gens. Donc, aujourd'hui, nous avons le pouvoir actuellement. Ceux qui détiennent le pouvoir, c'est le Conseil national de transition. Et ils le font pour nous, parce que pour les Ivoiriens, pour ceux qui ont voulu voter, qui ne sont pas allés voter. Si vous n'êtes pas allés voter, vous avez donc donné votre voix au Conseil national de transition. Maintenant, si vous êtes allé voter, ça c'est autre chose. Même si vous êtes allé voter et que là-bas, vous avez fait du blanc ou du nul, je suppose que vous êtes timoré, alors vous pouvez choisir un camp. Soit les Ouattara, mais qui sont déjà fort clos, ou alors le Conseil national de transition. Et je pense que la conscience que nous avons nous fait que nous avons choisi ensemble le Conseil national de transition. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut que chacun d'entre nous comprenne la nécessité de continuer le combat. Pourquoi? C'est vrai. La mafia de M. Ouattara, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle utilise des gens qui sont encagoulés. Parce que dans une république, si vous avez l'onction populaire, si vous avez, si vous avez l'émanation du peuple, qu'est-ce que vous faites? Vous déposez une convocation sur X ou Y pour lui dire, vous êtes convoqué. On ne va pas enlever les gens. Et comme Ouattara, c'est une tradition pour lui de violer la Constitution. Je vais vous citer quelques articles comme ça, de la Constitution, comme ça,
Ça va vous édifier. Et bon, il y en a tellement, si je vais les citer tous, je vais vous donner quelques éléments. Je vais déjà commencer par la Constitution du 8. Commençons par elle. Si nous prenons l'article 2, on dit la personne humaine est sacrée. Les droits de la personne humaine sont inviolables. Article 3, le droit à la vie est inviolable. Est-ce que vous à moi, le droit de la vie des Ivoiriens est inviolable quand on lance les microbes pour les tuer? Donc il y a violation. Nul n'a le droit d'ôter la vie à autrui. Pourtant on lance les microbes. Et vous avez vu un monsieur comme Adou Richard, qui se dit procureur, il dit qu'il se dit procureur, qui ne voit pas cet article-là, et qui a même le culot de dire que si les gens de la milice de Ouattara fait, c'est pas il y a une désobéissance civile. Mais la désobéissance civile fait partie des armes de tout peuple. Est-ce parce que je vais marcher qu'on va m'envoyer des gens pour me tuer? Alors, nous sommes en contradiction à l'article 20 de la Constitution, hein, que je vais citer. Mais avant ça, on dit nul ne peut, si vous prenez l'article 7, nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, poursuivi ou détenu. Ça, on a arrêté M. Afinguessan. On a arrêté M. Dikawe. Mais le pire, si nous prenons l'article 92, je vais la lire pour vous. Vous voyez? Parce que c'est ça qui est là. Pour ceux qui ne réalisent pas où nous sommes arrivés. Voilà l'article 92. On nous dit, aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il est membre. Sauf le cas de flagrant délit. Monsieur Dikawe, quel est le flagrant délit auquel il a été soumis? Il était chez son président du parti, M. Bédier. Il a fait quoi? Et puis on allait l'arrêter. Vous voyez? Je peux citer, il y a tellement d'articles que je peux citer. Hein? L'article 29 dit, l'État garantit le droit d'opposition démocratique. L'article 29. Si nous prenons l'article 20, d'abord l'article 26, la société civile est une des composants de l'expression de la démocratie, son alinéa. Elle contribue au développement économique, social et culturel de la nation, qui a été violée parce que Mme Pulcheri a été arrêtée. L'article 20, les libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifiques sont garanties par la loi. L'article 20. L'article 22, aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Je peux citer, pratiquement, je vais dire, je suis convaincu qu'au moins 98% des articles sont bafoués. Et le drame, c'est ce que je dis, c'est pour cela il faut encourager ceux qui sont sur le terrain. Il faut que demain, nous qui ne pouvons pas être là, nous devons encourager les gens. Je vais arriver des issues. M. Ouattara, qui est un gars de la mafia, parce que c'est son esprit. Je vais vous lire son interview qu'il a faite. Le journaliste lui pose la question. Si vous êtes élu, comment comptez-vous apaiser les tensions nées de cette élection? Si vous êtes élu, bon, on va supposer qu'il est élu. Voilà ce qu'il dit. Il dit les tensions sont artificielles. Elles sont créées par des politiciens nostalgiques des postes qu'ils occupent. Nous qui avons plus de 70 ans, nous devons sortir du jeu politique. Et après l'élection, je modifierai la constitution pour balayer tous ces gens-là. Donc Ouattara dit, quand ça va finir, s'il a réussi à nous vaincre, il va balayer la constitution. Il va faire une autre constitution. C'est-à-dire que demain encore, on va revenir ici pour dire, mais Ouattara peut pas. Ouattara va dire, j'ai fait une nouvelle constitution qui me donne encore 2 autres mandats. Voilà. Il a dit, il a dit. Il est même allé plus loin. Il est même allé plus loin. Où est-ce qu'il a dit? Où il dit que ce qui va se passer. Donc, il était déjà procureur. Voilà donc, chers frères, chères sœurs, nous devions parcourir 10 km. Nous avons déjà parcouru 8. On a 2 possibilités. Soit on rebouche chemin. Alors, on parcourt les 8 chemins et on revient en arrière. Ça veut dire qu'on aura parcouru 16 km gratuitement. Ou alors on parcourt 2 km
et nous avons fini. Je vais faire un commentaire sur des gens qui racontent souvent beaucoup de choses et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Il y a des gens qui nous disent, mais vous êtes là-bas, vous ne venez pas, ou bien viens toi-même faire ça ici. Vous voyez? Mais voilà, ce que nous sommes en train de dire, c'est vrai. Si les gens disent de venir comme ça en voix, ça veut dire qu'ils nous promettent la violence. Nous, on parle d'un jeu démocratique et ils nous parlent de violence. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence d'une mafia et des gens qui ont une idée d'un État démocratique? C'est la différence. C'est la différence. Quelqu'un dit, tu viens, je vais te tuer. Et nous, on dit, nous, on ne veut pas qu'il y ait des gens qui soient tués. Vous voyez la différence entre nous et ceux qui disent, toi, viens sur le terrain, on t'attend ici. Voilà. Vous voyez l'esprit rétort dans lequel ils sont. Voilà, c'est malheureux. C'est véritablement malheureux. C'est malheureux. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, à ceux qui s'amusent à ce jeu, la vie d'un individu, comme disait le président M. Couture, va de 0 à 100 ans. C'est ça. Mais la vie d'une nation va de 0 à l'infini. Peut-être que la mafia de M. Ouattara sera assez forte pendant je ne sais pas combien de décennies, mais pas éternellement. Il faut savoir qu'il y a un processus historique qui va toujours s'installer. Blaise Compaoré, qui était militaire, a régné pendant 27 ans. Quand il a fui, tous les gens qui étaient là-bas, beaucoup savent où ils sont retrouvés. Moussa Traoré, qui était commandant à l'époque, quand il a pris le pouvoir en 1969 et qui a été chassé par le vaillant peuple du Mali, il était militaire. Donc, ne pensez pas à maintenant. Ne pensez pas à aujourd'hui. Pensez à demain. Quand il dit demain, c'est dans le futur. Bref. Donc, c'est un appel que je donne à ses frères et ses sœurs qui pensent qu'ils ont le droit d'utiliser la violence. Nous, on n'utilise pas la violence. Nous, c'est l'expression démocratique, populaire. Tout ce que je lis la Constitution, je ne lis rien d'autre. C'est la loi. Il faut que nous apprenions à appliquer la loi. Je dis bien. C'est ça. Vous prenez, bon, pour ceux qui savent lire entre eux, je leur demande de lire. On définit la société comme un groupe de personnes qui sont régies par des lois. C'est ça. Les lois peuvent être écrites ou bien orales, peu importe. Dans n'importe quelle société, les lois peuvent être écrites ou orales. Mais pourquoi on parle de société? Il faut qu'il y ait des règles qu'on respecte. Sinon, c'est un groupe. Et c'est le plus fort qui l'emporte. Et quand on a ce genre de société, ce n'est plus une société, ça devient une mafia. Où le chef dit, bon, comme j'ai la force, j'ai les armes, je tue celui-là, j'ai droit de vie sur celui-là. C'est ça. Or, c'est parce que nous voulons de la Côte d'Ivoire. Nous voulons avoir une Côte d'Ivoire où les gens prospèrent. Nous voulons avoir une Côte d'Ivoire où quelqu'un qui est venu à l'extérieur, il a envie d'investir, il investit sans avoir peur. Voilà. C'est le droit qui prime sur tout. Sur tout. Est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est conforme à la loi? Si oui, on l'applique. Si ce n'est pas non, oui. Beaucoup d'entre nous qui sont en Europe, même les Européens, il y a des gens qui sont très racistes, qui n'ont pas envie. Mais quand tu as ton diplôme, tu viens,